Un bilan reluisant, un bilan satisfaisant, une opération coup de poing qui a été bien menée à la demande du Premier ministre qui en avait fait l'objet d'une circulaire. Circulaire motivée par les exigences de sécurité et publique et routière. À date, nous sommes globalement au niveau national. Sur ces 108 000, nous avons 88 000, je dis bien 88 000 dossiers validés, ce qui fait l'équivalent de 4 fois plus ce qui a été enrôlé en 2024. Nous pouvons nous dire que c'est une opération qui s'est soldée avec un franc succès, dans la mesure où, en moins de 2 mois et demi, nous avons fait ce que nous aurions dû faire 4 ans. Cela veut dire que les différents acteurs ont suivi, cela veut dire que les Sénégalais se sont appropriés, cela veut dire que la jeunesse a compris le message du Premier ministre qu'il a émis dans le cadre de cette directive. Et cela veut dire que chacun comprend que pour des raisons de sécurité, pour des raisons qui doivent permettre au Sénégal d'accueillir les JOJ en toute tranquillité, cette mesure s'imposait et nous en sommes très heureux. Très bien. Tirer un bilan extrêmement positif. Maintenant, il s'avère que sur ce bilan-là, déjà la dernière journée, qui était la journée du 13, il y a eu du rush. Comme vous le savez bien, les Sénégalais, nous sommes assez habitués à l'action de la dernière minute. Ça devrait être assez suffisant. Même pour l'enrôlement de la population du Sénégal, je crois bien, j'aime le rappeler, que le délai était de 90 jours, donc 3 mois. Donc enrôler une partie de la population du Sénégal en 3 mois devrait pouvoir être suffisant. Qu'à cela ne tienne, le Premier ministre, le rapport, la circulaire émanée de lui, j'ai transmis également les doléances que m'ont posé tous les acteurs des deux roues. Demain, Inch'Allah, ou mardi, je leur fixerai sur une éventuelle prorogation ou pas. 108 000 demandeurs reçus. Sur ces demandeurs-là, nous traitons. Les services font le traitement, font les vérifications et ils ont validé 88 000. Ah oui, ça fait plus de la moitié. Taux de 80%. Ouais, c'est 80%, ça c'est le taux de validation. Maintenant, ce qui a été rejeté, naturellement, ils vont compléter et ramener. La difficulté, c'est que nous avons aujourd'hui une vraie problématique à pouvoir estimer le nombre de motos en circulation au Sénégal. D'où la nécessité de mener cette opération. Les services, à partir des, disons, des échantillons qui n'étaient pas suffisamment scientifiques, estimaient qu'on devrait avoir entre 200 000 ou dernière nouvelle, 400 000 motos en circulation. Véritablement sur des estimations qui ne me semblaient pas très scientifiquement abouties. Donc, il fallait se lancer dans l'opération d'immatriculation. Mais aujourd'hui, nous pensons que nous ne sommes pas opposés à donner une seconde chance à ceux qui ne l'ont pas fait, même si derrière, la motivation qui est celle de la sécurité publique transcende quelque part et appelle qu'on puisse faire quelques efforts. Encore une fois, le dossier entre les mains du Premier ministre qui appréciera. Oui, les arguments, nous les comprenons, mais il faut aussi le noter qu'il y a à des moments donnés, dans des différents services, si chaque jour qu'on se réveillait, on notait une longue queue ou un rush dans les différents services, on pouvait comprendre davantage. Mais aujourd'hui, nous notons pour nous en féliciter. Il y a une dynamique. Parce qu'au départ, la difficulté, c'était qu'il y avait un peu de récalcitrance. Quelques zones, notamment à Ziguinchor et à Kaolack, constaté que ce sont dans ces deux régions-là où nous avons le taux le plus élevé de dossiers validés. Figurez-vous qu'à Ziguinchor, le taux de rejet est de 1%. C'est-à-dire tous les dossiers quasiment qu'ils ont présentés ont été validés. Je prends le cas de Kaolack, le taux ne dépasse pas le taux de rejet. Je prends le cas de Fatick, les 3 caracoles en tête. Donc, c'est un message assez fort. Qui voudrait dire que... Il y a une volonté de conformer à la loi. De se conformer à la loi parce qu'ils veulent dissocier la graine de livret. Parce que dans ce métier-là, il y en a qui ont choisi ce métier et qui en ont fait un gagne-pain, honnêtement et en toute citoyenneté. Derrière, il faut accepter que le vol à l'arraché était devenu monnaie courante à Dakar. Il fallait quand même qu'on stoppe. Les agents de police, avec toutes les caméras qu'on a installées à Dakar, ont du mal. Une fois qu'on a la vidéo, mais le mec, excusez-moi le terme, il porte les seules fois ou les rares fois qu'il porte le casque, c'est pour faire ce genre d'acte-là. Même si on a la vidéo, les agents des forces de l'ordre ont du mal à identifier les personnes. Mais avec une moto identifiée à travers une plaque, cela va faciliter, on peut remonter jusqu'au propriétaire. Donc, il y a des... Aujourd'hui, le triptyque qui trace la sécurité routière va d'abord du permis
de conduire englobe aussi et surtout les visites techniques. Sur ces deux-là, d'abord le permis. En tant que ministre, j'ai la faiblesse d'accepter qu'il y a beaucoup de djubol-djubanti à faire sur cette rubrique. Chacun de nous sait comment les permis s'obtiennent au Sénégal. Ailleurs, il vous faut 6 mois d'intense activité pour pouvoir avoir le permis. Avant, quand vous avez un permis au Sénégal, vous allez en France et en Europe, le permis est homologué. Aujourd'hui, on a perdu cette, parce que tout le monde sait comment ça s'obtient ici. Mais je voudrais garantir aux Sénégalais que dans le cadre du Djubol-Djubanti, nous avons l'intime conviction, si nous réussissons toutes les missions, sans celle-là, dans l'intime conviction, nous aurions considéré qu'il y a de l'échec quelque part. Concrètement, vous allez... Le permis à point a fait quasiment l'objet d'unanimité lors des États généraux. Malgré le fait qu'il avait longtemps fait l'objet de récalcitrance de la part, mais aujourd'hui c'est accepté. C'est accepté, il nous faut aller à sa mise en œuvre. Il nous faut travailler à digitaliser le processus. D'où aujourd'hui, et je parle en nous portant fort, grâce au New Deal technologique qui a été lancé, il nous faut aller vers ça. Pour la sécurité routière toujours, au-delà du permis, aujourd'hui nous devons nous organiser pour que chaque Sénégalais n'apprennent pas à conduire après avoir obtenu le permis sur la route. Ensuite, effectivement, aujourd'hui nous devons nous organiser à faire dans l'éducation citoyenne. Et le ministre de l'Éducation nationale a accepté de réfléchir dans le cadre de l'élaboration du curricula vitae, du curricula de l'éducation, de travailler à trouver un mécanisme pour que dès le bas âge, qu'on inculque la citoyenneté routière à nos enfants. Mais ensuite, toujours dans le cadre du permis de conduire, il nous faut digitaliser et assainir le secteur de façon à ce que l'obtention du permis soit faite de façon rigoureuse. Retourner cela aux écoles, aux auto-écoles, qui ont en charge et qui devraient avoir peut-être, pourquoi pas, l'exclusivité de pouvoir permettre la réussite et la bonne réussite des examens. Je n'en dirai pas plus. J'ai les leviers, on m'attend moins sur les déclaratifs que sur l'action. Et dans les prochains jours, lorsque nous aurons appelé à dérouler les recommandations des États généraux, vous nous verrez sur le terrain. Mais ensuite, un projet de la vidéo-verbalisation. Vous savez, aujourd'hui, Omar, le véhicule n'a pas été inventé au Sénégal. Et même la route goudronnée, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Et quand on regarde chez ceux qui ont inventé ces véhicules-là, nous avons plus de croyants au Sénégal, mais à leur niveau, ils ont fait des codes de la route quasiment un dieu. Parce que justement, l'administration frappe là où ça fait le plus mal. Et c'est pourquoi tout le monde veille. On sanctionne quoi? On sanctionne sévèrement et il n'y a pas de combat amdei, combat amundei. Sur ce, nous devons, à côté de l'action humaine des forces de l'ordre, leur doter à la circulation routière tous les outils nécessaires, dont la vidéo-verbalisation. La mise en œuvre, c'est depuis 3 ans. En moyenne, chaque année, l'État dépense 18 pour combler le gap du TER. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les recettes du TER ne couvrent que 60% des dépenses. Donc aujourd'hui, la vocation du TER, elle n'est pas pour qu'elle soit entre Dakar et Diamniadio. Vous savez, ce qu'on a dit lorsqu'on était dans l'opposition, c'est pas qu'on est au pouvoir qu'on ne va pas le maintenir. Nous avons estimé que ce n'était pas opportun de mettre 1200 milliards, c'est le coût officiel, sans compter les taxes, 1200 milliards au moment où le Sénégal venait de signer. Ce que les gens ne savent pas aussi, le contrat avec une société turque qui devait lui permettre de réaliser la voie ferrée, voie à écartement standard, c'est-à-dire comme celle de Dakar à Tamba, avec un port à Tamba. L'objectif étant de diminuer les accidents, dus certainement aux camions qu'on dit souvent maliens impliqués, pour permettre à tous les Maliens, ou les camions maliens qui viennent jusqu'à qu'il s'arrête à Tamba. Mais c'est au même moment, bizarrement, que ce dossier a été mis dans les tiroirs et qu'on négocie pour le même montant avec une entreprise que vous connaissez, qui aujourd'hui nous a livré le terre pour 36 km. Disons 50 km si on englobe aujourd'hui Dakar à IBD. Cela dit, aujourd'hui, 1200 milliards sont dépensés, voire plus. Nous arrivons au pouvoir, l'intelligence ne voudrait pas qu'on dise on débranche. C'est même impossible. C'est même impossible. Aujourd'hui, reprendre le terre et l'optimiser. D'abord, l'optimiser en réduisant les charges au minimum. Chose à laquelle se donne avec brio le nouveau directeur, qui est un agent, un très haut cadre de la SNCF, qui les connaît bien, qui aujourd'hui est l'un des plus gradés parmi mes faces ici. C'est ça l'avantage, qui a accepté de renoncer à tous les avantages qu'il avait en France pour venir dans le cadre de l'appel à la mobilisation citoyenne, l'appel au patriotisme qu'avait appelé le Premier ministre et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D'accord, mais rentabilité... Oui. Je reviens sur la rentabilité. Aujourd'hui, oui, ça pose problème. Mais on ne peut pas débrancher les terres. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner aux terres d'abord sa vocation régionale. C'est la raison pour laquelle nous avons approfondi et accéléré les travaux de la phase 2 qui compte Dakar,
plutôt Diamniadio AIBD. Le TER aujourd'hui nous coûte plus cher parce qu'il est prévu pour rouler sur de longues distances. Le fait qu'il roule sur de petites distances avec 13 arrêts en 36 km, ça use les rails, ça use le TER lui-même, alors que le TER ne devrait pas rouler comme un tram. Donc ça coûte plus cher en entretien, c'est moins rentable parce que la distance est courte. Aujourd'hui, l'ambition c'est d'aller l'étendre jusqu'à Thiès, jusqu'à Mbour. Mais avec une deuxième phase qui consiste à l'extension jusqu'à l'AIBD et qui va très bientôt, avant le mois de juin, être opérationnelle. D'accord, mais... Nous avons 7 rames. Sur les 7 rames que nous avons commandées, nous avons déjà reçu les 6. Il reste une rame à recevoir. Le Premier ministre a demandé, puisque le TER a été choisi comme moyen de locomotive par excellence pour les JOJ de 2026, le Premier ministre a demandé, m'a instruit d'avoir à recommander 5 autres rames et nous le ferons très prochainement. Et je suis d'accord que lorsqu'on apprécie la rentabilité, on ne doit pas l'analyser sur l'angle de rentabilité purement financière, comme un banquier qui voudrait financer. C'est ça. Mais un État, rentabilité économique et la rentabilité sociale de façon plus vaste. Oui. Mais quand vous avez des options, encore une fois, sur un impact plus important, vous imaginez ce que le projet du train à écartement standard Dakar Tamba devrait avoir... Oui, non, mais il n'y a pas de baisse du trafic tel que les gens le disent. Non, l'aéroport international Blaise Diagne, si on annonce une baisse du trafic du fait du mois de Ramadan, ça c'est dans les voyages, c'est connu, et l'aéroport international Blaise Diagne a quand même eu des performances. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 voyageurs atteints de plafond au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Oui. Ce qui appelle même à nous autres au devoir de son extension. Donc, qu'on ne nous parle pas de baisse de trafic, ce n'est pas le sujet. Le sujet est du moins la performance. Il y a un problème de performance du fait d'une mauvaise gestion. C'est aussi simple que ça. C'est cette gestion gabegique. C'est la seule... C'est la chose, pour ne pas dire quasi exclusive. Lorsque vous avez un aéroport international qui s'appelle Blaise Diagne, et que vous avez une structure qui s'appelle AIBD, qui gère tous les aéroports du Sénégal, sauf l'aéroport qui porte son nom. Vous ne savez pas que AIBD ne gère pas l'aéroport international Blaise Diagne. C'est paradoxal. Un vrai paradoxe. Ce qui appelle aujourd'hui fort heureusement le contrat avec les Turcs est à échéance. Encore une fois, renégociation. J'ai omis de dire que dans le cas du TER, le second élément, renégociation. Les renégociations sont ouvertes et vont se prolonger. Et je suis persuadé que nous, avec mieux 10 ans pour le Sénégal, pourquoi pas entrer dans le capital de la CETER et également faire sauter un certain nombre de verrous. Revenons à l'aéroport. L'aéroport international Blaise Diagne a été à un moment donné choisi comme étant la locomotive du hub aérien. Tout le temps, le Sénégal s'est voulu être le hub aérien de toute la sous-région. Sauf que l'erreur qui a été faite, à notre avis, une erreur d'ordre stratégique, c'est de prendre l'aéroport comme étant la locomotive du hub. Or, dans tous les schémas qui ont réussi, c'est le pavillon national, c'est-à-dire la compagnie Air Sénégal, qui devait en assurer la fonction là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes réorientés, suite aux instructions du chef de l'État, à la demande du Premier ministre, d'avoir à proposer un plan qui est soumis à son appréciation. Globalement, et l'aéroport international et la compagnie nationale. Pour l'aéroport international, il y a eu la fusion avec ADN, une fusion qui appelle quelques constats malheureux, pour ne pas dire quelques suspicions. L'aéroport, l'AIBD, moins de 300 agents, voire 200 agents avant la fusion. Et après la fusion, les gens sont allés prendre ADS, qu'ils ont créé, ou ils ont utilisé comme un véhicule de recrutement de clientèle politique. Et quand ils ont compris, tout de suite, ils se sont organisés pour en faire la fusion avec AIBD. Et vous savez, quand on veut embrouiller les pistes, on multiplie les opérations complexes, très souvent, et c'était ça le cas. Aujourd'hui, Omar, pour toute entreprise, j'accepte que c'est une entreprise publique ou parapublique. Et pour toute entreprise, la notion d'entreprise en difficulté, elle est acceptée. Et il faut toujours sauver l'outil de travail. AIBD est une société de gestion de patrimoine. Il n'est pas question qu'on continue, comme le TER, à fonctionner à perte. Donc aujourd'hui, le DG a engagé ce dialogue-là. Et le plus important est de discuter avec les travailleurs. Même les travailleurs savent qu'il y a des agents qui sont là et qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Vous avez des agents qui ne peuvent même pas vous faire, même si vous lui confiez la fonction de balayer la chambre. J'en passe. Il y a une nécessité de discuter pour trouver d'un commun accord les moyens de sortir et de renflouer. Et cela dit, je me permets d'embrayer sur le fait qu'aujourd'hui, toutes ces structures-là travaillent en synergie, en cassant tous les silos, et travaillent la main dans la main. Aéroport international Blaise Diagne, j'allais dire AIBD, Air Sénégal, 2AS Technique, 2AS, tout le monde travaille, et ADS, en parfaite convergence. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la difficulté qui s'est posée à Ziguinchor sur la navette a été une solution concertée entre AIBD, Dakar Dem Dikk
et Air Sénégal. Et une solution heureuse a été trouvée. Mais notre ambition, elle est portée déjà par la vision Sénégal 2050 qui s'est matérialisée au plan opérationnel par aujourd'hui, au-delà du master plan, l'objectif quinquennal, à travers lequel le Premier ministre a eu une technique assez ingénieuse qui consiste à demander à tous les ministres, au-delà des pratiques habituelles de rédaction de l'aide de politique sectorielle, à tous les ministres de lui envoyer les projets que nous estimons extrêmement stratégiques et qui viendront s'inscrire dans la mise en œuvre. Oui. Et parmi ces projets-là, pour notre ministère, le programme qui consiste à créer la connectivité entre les différents pôles, les 8 pôles du Sénégal, aussi bien au plan terrestre, ferroviaire, aérien, a été retenu. Et sur ce, il va être poursuivi sous un autre angle, le programme qui s'appelait PRAS et qui avait ciblé la construction d'aéroports régionaux. Ouais. Mais nous allons mettre l'accent sur les régions chefs-lieux de pôles qui ont été retenus, dont Ziguinchor, dont Tamba, dont Kédougou, dont Saint-Louis, dont Matam, entre autres. Et même le centre pour l'héliport de Touba. Donc nous avons une ambition grande une grande ambition sur ce volet-là. Et comme l'éléphant est gros, il faut le manger en morceaux. D'abord, l'aéroport de Ziguinchor, pour lequel nous travaillons fortement à ouvrir, à lancer, et nous espérons le faire avant la fin de l'année, parce que les travaux ont bien avancé, et il y a certes quelques adroises à régler à l'entreprise, notamment 9 à 12 milliards, pour pouvoir procéder à son inauguration. Mais également, les aéroports qui sont en cours, qui nous ont permis au Sénégal, nous, d'avoir la bonne note, 80%. Aujourd'hui, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui est devant nous. La note attribuée par l'OACI, qui est l'une des meilleures notes. Nous avons le devoir de maintenir le dispositif Cap-Skirring, qui a fait, et je pense que très bientôt, les résultats vont être livrés, mais lui, pour laquelle très bientôt, il va passer sous gestion ASECNA entière, avec l'homologation qui s'y est, qui est aujourd'hui, il reste, qui a quelques difficultés avec la société qui est chargée de sa mise en œuvre, avec un retard de quelques mois, pour lesquels, pour des raisons que vous connaissez, nous allons nous employer à remettre. Mais ce n'est pas tout. Kédougou et Tamba, surtout Kédougou, sera l'une de nos priorités, avant à d'autres pôles. Bien. Ce n'est pas en soi un changement, lu comme ça, non. Moi, je vois plutôt une réalité qu'avait promis le Premier ministre, en donnant l'indépendance qu'il faut, en donnant entre guillemets, parce que ce n'est pas lui qui en donne, mais en incitant à tous les députés d'être autonomes et d'être à la limite indépendants comme parlementaires. Le Premier ministre avait parlé un projet de retirer la loi, prend l'initiative, ça s'appelle un projet de loi. Et quand un député prend, c'est une proposition de loi. Mais il engage le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, je vois le parlementaire. Oui. Chacun est libre d'engager son propre parti. Nous, à PASTEF, c'est la liberté d'action, c'est la liberté de ton, mais dans la discipline. Et ici, le parlementarisme que nous prenons, le changement de paradigme que nous prenons, auquel le Premier ministre, qui pour la première fois, vous sortez victorieux, vous appelez les députés en conduite, prenez vos responsabilités, gardez votre autonomie, même si c'est moi, Ousmane Sonko, qui amène un projet que vous estimez qu'il n'est pas avec l'intérêt général des populations, refusez-le. Je note aujourd'hui qu'il ne peut pas fabriquer ce type de député, dont lui-même a été, et qu'il voit le contraire. Aujourd'hui, le député Amadouba a dû prendre son indépendance de député. Je rappelle que ce n'est pas une contradiction. C'est lui qui a pris l'initiative, qu'on appelle désormais une proposition de loi, qui n'est pas encore votée, mais qui a été proposée, déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale. Moi, j'aimerais m'arrêter un instant et nous en féliciter. Quand les choses marchent, quand le changement est flagrant, arrêtons-nous, disons-nous, boulette. Parce qu'aujourd'hui, dans des temps passés, vous n'osez pas que l'exécutif ait murmuré même un projet et qu'un député en prenne l'initiative. Bravo au député de PASTEF. Et Amadouba, un bon juriste, a estimé. Je vais me permettre de commenter à ce moment-là la proposition de loi de Amadouba, d'honorable Amadouba, que c'est plus simple, plus efficient, au lieu d'abroger, d'émettre une loi interprétative. Mais comment il argumente? Avec du bon sens. Omar, écoutez, on a une situation dans laquelle ceux qui ont voté et fait voter cette loi, on dit que c'est dédié aux manifestants. On dit que c'est pour protéger les leaders de PASTEF. Ça a été dit partout, sur tous les toits. Et on dit que c'est pas pour se recroqueviller ou ceux qui ont commis des crimes. Et on dit qu'il y avait des forces occultes voulu brûler ce pays. Nous avons perdu 80 Sénégalais qui ont été tués par des forces occultes que personne n'arrive à identifier. Mais qui a intérêt à protéger des forces occultes? Personne. Et personne ne se revendique être la force occulte. À partir de ce moment, c'est mieux d'interpréter et de dire, je ne donne que mon avis, par rapport à une proposition de loi d'un député. Ce serait bien pour la bonne gouverne des Sénégalais et pour l'intérêt de tout, de l'intérêt de tous, d'interpréter par une loi, de mettre une loi interprétative qui ne modifie en rien, si ce n'est de dire
Voici comment il faut comprendre la loi d'amnistie du 13 mars 2024. C'est tout aussi simple que ça. Et moi, je m'étonnerais de voir quelqu'un qui réclamerait, qui se réclamerait des forces occultes. Nous sommes convenus qui ont tué les 80 personnes. Et je rappelle que dans tous les pays, même les pays qui vont en guerre, quand on parle de loi d'amnistie, il y a des faits et crimes qui ne peuvent jamais faire l'objet d'amnistie. D'accord. Le Sénégal, tractation des lois, le Sénégal s'est engagé à travers des conventions internationales de rendre imprescriptibles les crimes de torture, de rendre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, de rendre imprescriptibles les crimes comme l'enlèvement. C'est un engagement interne. On ne peut pas, à travers une loi, se recroqueviller et renoncer à ces engagements. Demain, on portera plainte contre le Sénégal et c'est nous qui ferons face. D'accord. Donc finalement... Liberté parlementaire. Si on vise la loi initiale, est-ce que par exemple, politique? C'est ce que je dis là. C'est des questions posées. Effectivement, c'est ce que je dis. La loi telle qu'elle a été rédigée, elle a été ce qu'on appelle une loi bateau, c'est-à-dire qui peut, dans plein océan, naviguer. Et c'est ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi, quand une loi souffre d'interprétation ou d'équivoque, le législateur peut émettre... Parce que le législateur, il s'agit du même, hein, c'est l'Assemblée nationale. Les gens viennent, passent, mais le législateur est le même. C'est le même législateur qui a voté la loi. C'est le même qui va venir dire, voici comment je l'interprète et comment il faut l'interpréter. Point. Maintenant, sur ce point, il faut qu'on s'arrête au moment qu'on soit clair. La loi, elle est impersonnelle et elle est de caractère général. Elle ne cible aucune personne. Celui, à l'occasion de manifestants, s'organise pour aller tuer, tombera sous le coup de la loi. Manifester, c'est pas tuer. Donc nous, on n'est pas là. Celui qui a recruté des nervis, celui qui a tué, qui a brûlé des bus, qui a dit encore qu'il faut chercher et savoir ce qu'il a fait, d'où l'intérêt, tout le monde gagne. Personne ne doit avoir peur parce que la loi, elle est là, générale. Ensuite, cette loi interprétative devra permettre de donner un fonds légitime à l'indemnisation de toutes les victimes. D'où l'importance de la proposition de loi d'Amadou Ba. Moi, je suis fasciné. Je ne dis que mon avis. Je n'emporte pas renonciation aux idées de l'exécutif, mais j'apprécie le fait qu'un député de PASTEF... Mais pourquoi? Un député, il ne faut pas chercher loin, Omar. Il faut regarder les choses. Et la réalité, c'est qu'un député de PASTEF a pris, peut-être, quand la question était agitée, dès que le Premier ministre avait annoncé ça, il y a un député qui s'est levé, qui dit que lui va faire une loi d'amnistie, notamment honorable Thierno Alassane Sall. Oui. Mais en ce moment, vous pensez qu'on peut empêcher Amadou Ba d'agir? Parce que ce que Thierno Alassane Sall a fait, il faut le dire, moi, il m'a surpris. Il m'a surpris. Dans quel sens? Il m'a surpris dans le sens qu'il a fait ce que j'appellerais du braconnage parlementaire. Et pourquoi? Parce que vos collègues députés agitent une idée, dit publiquement à l'Assemblée, il y a tel projet en téléchargement, vous précipitez pour aller sur fond de filouterie intellectuelle, récupérer ce qu'ils ont préparé et se précipiter à aller déposer sur la table de présidence. Ça, c'est ce que j'appelle le braconnage parlementaire. Les intellectuels voudraient quand même qu'à l'Assemblée, ou peut-être à la limite, pour le rap, vous avez promis ça, vous ne l'avez pas fait. D'accord, mais monsieur le ministre, si vous êtes tous d'accord, et d'autres bien sûr, ce ne serait pas plus... Si on accepte que c'est une option, on doit accepter que nous puissions avoir utilisé d'autres options. Dans quel intérêt? Une loi interprétative. Les effets qui sont déroulés entre le 13 mars date ne souffrent d'aucune exception. Oui. La loi interprétative, elle est par nature rétroactive. Parce qu'elle n'interprète qu'une situation antérieure pour éclairer la compréhension qu'on devrait avoir de ça. Oui. Alors qu'une loi qui emporte abrogation, c'est pour compter de la date d'abrogation. Voici une raison supplémentaire d'intelligence que je loue. Donc aujourd'hui, la proposition de loi qu'il a faite ne vient que pour interpréter sur un consensus qui est d'abord intellectuel, qui est assez éthique, mais un consensus presque politique dans les arguments. Oui. Qui veut